Ne pleure pas, cela va passer. Garde tes larmes pour plus tard, tu en auras besoin. Sois courageuse, cela passera. Allez, sois forte, fort, cela va passer. Ces mots partent souvent d'une bonne intention. Mais que ressentons-nous lorsque nous les entendons? Est-ce ce dont nous avons réellement besoin face à une émotion intense? Pourquoi ces phrases peuvent parfois être maladroites? Quelle est la différence d'impact selon que ces mots viennent d'un tiers ou de nous-mêmes? Et enfin, par quoi pouvons-nous remplacer ces expressions pour apporter plus de réconfort et de bienveillance? C'est cette thématique universelle et délicate, à la croisée des émotions, des relations et de la communication, que je vais aborder maintenant en 2 épisodes. Aujourd'hui, nous répondrons aux 2 premières questions. Est-ce ce dont nous avons réellement besoin face à une émotion intense? Pourquoi ces phrases peuvent parfois être maladroites? Et vendredi prochain, je répondrai aux 2 questions suivantes. Quelle est la différence d'impact selon que ces mots viennent d'un tiers ou de nous-mêmes? Et enfin et surtout, par quoi pouvons-nous remplacer ces expressions pour apporter plus de réconfort et de bienveillance? Ces 2 épisodes viennent compléter l'article que j'ai publié jeudi 8 janvier sur l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube, où j'évoque les postures et directions de chaque émotion et en quoi changer nos postures peut modifier notre état intérieur. Bonjour, ici Pascal, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast Sérénité au féminin. Explorez, ressentez, rayonnez. Le podcast qui accompagne les femmes à gagner en sérénité émotionnelle et relationnelle en osant être soi, davantage ancré dans le présent. Vous le savez, si vous aimez mon podcast, merci d'avance de le liker, partager, d'en parler autour de vous. C'est votre façon de soutenir mon travail de création de contenu gratuit et de le rendre plus visible auprès d'autres femmes à qui il pourrait être utile. Et puis, si vous ne me connaissez pas, depuis plus de 10 ans, j'accompagne, forme des individuels, des équipes sur la question de l'accompagnement des émotions, du développement des conduites et aptitudes relationnelles, mais aussi sur la prise de parole et l'authenticité dans l'expression. Depuis 2 ans, ce sont plus spécifiquement les femmes que j'accompagne sur ces mêmes thématiques, via notamment mon parcours individuel de transformation Cap Sérénité sur 12 mois, qui inclut 5 formations en une. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et d'autres programmes, là aussi, que j'évoquerai ultérieurement. Sachez que j'accompagne en visio, depuis le confort de chez vous, et prochainement en cabinet, je vous en reparle très bientôt. J'anime aussi tout au long de l'année des stages ressourcement aux dates et thèmes à la carte ou prédéfinis, ainsi que des stages Slow Life. Chaque année, je choisis de très beaux coins de nature pour vous les faire découvrir et bien sûr aussi parce qu'ils me touchent et que je les aime. Cette année, nous serons aux portes de l'Aubrac. C'est un plateau d'altitude aux allures de Petite Mongolie dans le Nord Aveyron, dans la région Occitanie. Les prochains stages à date sont du 8 au 10 février et du 7 au 9 mars, des stages de 3 jours. Ces stages vont être dédiés à nous relier et nourrir notre intériorité.
Vous savez, l'hiver avec le froid, les journées plus courtes, etc., c'est une période propice à la fois pour se poser, prendre le temps de reconnaître nos besoins, de faire le point sur nos élans, de revisiter nos essentiels, de nous inspirer pour nourrir notre créativité. Et ce sont là, bien sûr, quelques-unes des pistes que je vous proposerai d'explorer lors de ces stages hiver, avec à chaque fois des angles d'approche différents. Et je me réjouis vraiment de vous y retrouver ou de vous rencontrer. Sachez qu'indépendamment de ces stages à thème, je propose également des activités plurielles en séjour libre, telles que le massage, la relaxation, la marche rythmée, mais aussi les bains de forêt, les slow life dégustations, slow life danse, etc., etc. Vous avez une petite vidéo dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et vous la retrouverez aussi parmi mes vidéos dans la playlist Info Faisons Connaissance. Sachez que je vous offre également une mini-formation offerte destination sérénité au féminin. Elle comprend une masterclass exclusive d'1 heure qui offre 20 clés pour améliorer la communication au sein de votre couple. Un pack de 8 relaxations guidées pour apprendre à harmoniser le corps et l'esprit que vous pouvez compléter en allant écouter toutes les méditations, relaxations de ma playlist relaxation méditation sur ma chaîne YouTube. Un cahier de 30 exercices pour mieux comprendre les émotions et commencer à tisser une relation plus apaisée avec celle-ci. Et en bonus, la possibilité de bénéficier d'une séance offerte avec moi de 2 heures qui vous permettra de gagner en clarté, d'avoir une vision plus claire par rapport à la femme que vous voulez devenir, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Vous allez aussi repartir avec des clés sans qu'il y ait une quelconque autre obligation. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, nous aurons bien le temps ensuite de voir quelle est l'offre parmi mes services qui est la plus adaptée à vos objectifs. Enfin, vous le savez, si vous avez écouté mon dernier épisode de podcast, je vais vous mettre une petite fiche. Cultiver la sérénité émotionnelle avec les filtres de Socrate. J'ai été conviée à participer en mars 2025 à un événement podcast international. Il s'agit du Podcaston, c'est un super événement caritatif dans le monde du podcast. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur à la fois d'être invitée, mais aussi de pouvoir contribuer à cette belle dynamique. Je vais donc dédier un épisode de mon podcast pour soutenir une cause. Pour l'instant, je vous en dis pas plus. Je vais ne pas tarder à vous en parler, donc merci pour votre patience. J'ai déjà en tête la structure, mais il me faut le temps de la contacter et de me caler avec. Ok ? Et puis, sachez qu'il y a déjà plus de 1200 podcasteurs qui sont inscrits à cet événement. Donc, si vous avez un podcast, pourquoi ne pas nous rejoindre pour cette très belle aventure ? Je glisse aussi en description un lien qui va vous en dire plus sur cet événement. Si vous souhaitez y jeter un œil, n'hésitez pas. C'est un très très bel événement. Prenons maintenant, si vous le voulez bien, un moment pour nous poser, respirer et plonger ensemble dans ce sujet important. Alors, que ressentons-nous face à une grosse émotion ? Quand une émotion est intense, comme la colère, la peur ou la tristesse, notre corps et notre esprit se trouvent dans un état d'alerte. Et à ce moment-là, notre esprit et notre corps nous envoient comme un message, un clignotant, justement, un signal d'alerte. Hey, hey, quelque chose demande notre attention. Très souvent, les émotions sont aussi reliées à des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et j'aurai l'occasion de détailler tout cela
ultérieurement et peut-être d'ailleurs via un webinaire exclusif sur ce thème. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Nous sommes donc face à une grosse émotion et nous voilà submergés par une vague qui demande quoi? Posez-vous la question. Qui demande à être comprise, reconnue, entendue et qui demande à nous traverser et non à être bloqué à l'intérieur de nous. Jon Kabat-Zinn disait « On ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer. » Je répète, on ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer. Et je trouve que cette citation, elle est vraiment chouette parce qu'elle nous parle de l'importance de vivre avec nos émotions au lieu de les combattre. Les émotions font partie de la vie. Tiens d'ailleurs, une autre question. Est-ce que vous ne pensez pas que tous les êtres humains ont un dénominateur commun? Alors si c'est pas tous, on va dire la plupart des êtres humains ont un dénominateur commun, qui est le besoin d'être compris, d'être entendu, d'être reconnu, d'être accueilli dans ce qu'il vit et comme il vit, comme il est. Et j'ai une autre question. Est-ce que nous ne sommes pas les mieux placés pour ressentir à ce moment-là la douleur physique, émotionnelle ou psychique qui vit à l'intérieur de nous? Dans l'instant, à ce moment-là, c'est notre vérité. Alors, ce dont nous avons besoin à ce moment précis, je vous pose la question, est-ce d'être arrêté, nié dans notre ressenti, ou au contraire, d'un espace pour être comprise et pouvoir accueillir et se laisser traverser par cette émotion. Toutes nos émotions ont une place, sont légitimes et sont des messagères. Lorsque nous regardons des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se laissent traverser par l'émotion. Quand ils ont un gros chagrin, ils pleurent à chaudes larmes. Quand ils sont très en colère, ils gesticulent, ils deviennent tout rouges, ils se débattent. L'émotion, l'étymologie latine est movare, extérieur mouvement, un mouvement qui nous traverse et qui va vers l'extérieur, à condition de ne pas le bloquer dedans. Et à chaque fois que nous ne nous laissons pas traverser par l'émotion d'une façon saine et naturelle, ça peut être un cri silencieux, aller taper sur un punching ball, aller sauter sur un trampoline, aller faire 3 fois le tour du pâté de maison. Mais sortez la charge qui est là. En tant qu'adulte, apprenez à vous donner à nouveau l'autorisation de ce qui est la voie la plus saine et la plus naturelle de libération d'une émotion, c'est de se laisser traverser exactement comme le font les enfants.
Il y a donc des approches et des techniques plurielles pour cela. Ok ? Donc, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez et vous êtes la mieux placée pour savoir qu'à ce moment-là, ce que vous ressentez est inconfortable ou douloureux. Alors, pourquoi nier ? Pourquoi rejeter ? Pourquoi interrompre ? Ou chercher à détourner l'attention ? Ou pourquoi certaines personnes chercheraient-elles à détourner votre attention de l'émotion ? Freud disait « Les émotions refoulées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et ressortent plus tard de manière plus laide. » Je répète, les émotions refoulées ne meurent jamais, elles sont enterrées vivantes et ressortent plus tard de manière plus laide. Est-ce que ce n'est pas là un rappel puissant sur la nécessité d'exprimer ce que l'on ressent ? Vous pouvez danser votre colère, vous avez besoin de pleurer, pleurer. Vous pouvez grossir, théâtraliser votre peur. Mais quoi qu'il en soit, exprimez vos émotions. Vous pouvez les peindre, les dessiner, les mimer. Exprimer, laisser sortir aussi par le corps. Très souvent, en fait, moi, ce que j'ai pu observer, autant dans mon chemin personnel que professionnel, c'est que très souvent, vous avez peur, en fait, de votre intensité. Vous avez peur d'être submergé et de ne pas arriver à maîtriser. Alors, sur la tristesse, c'est autre chose, mais par exemple, pour la colère, vous avez peur souvent d'être submergé par votre violence, par votre puissance. D'accord ? De ne pas arriver à vous maîtriser. Plus vous allez vous familiariser avec votre intensité, plus vous allez pouvoir ensuite apprendre à la canaliser. Mais si vous en avez peur, ça va être difficile d'apprendre à la mesurer et à la canaliser. Ok ? Et puis il y a souvent des amalgames, aussi des confusions entre puissance, violence. Et parce que aussi parfois la colère vous a fait avoir des gestes ou des mots que vous avez regrettés ensuite, etc., etc. Donc il y a des tas de bonnes raisons. La question n'est pas là. La question est d'apprendre à libérer et à exprimer vos émotions d'une façon bienveillante pour vous-même et pour les autres. Alors je reviens à ces petites phrases parce que nous en sommes là. Nous en sommes là. Ce dont nous avons besoin à ce moment-là. Est-ce que c'est pas plutôt d'un espace où nous pouvons nous autoriser et être autorisés à ressentir ce que nous ressentons vraiment ? Est-ce que nous n'avons pas besoin à ce moment-là d'un espace d'écoute, d'une présence qui nous permet de ressentir ce que nous ressentons vraiment, y compris une douleur intense ? Ça peut nous permettre d'oser l'exprimer. Car, encore une fois, l'exprimer par le corps et le verbal, le corps ou le verbal, le mieux c'est les deux ensemble, mais il y a différentes techniques. Ça peut être un cri silencieux aussi, en gesticulant jusqu'à ce que vous vous sentiez vidé, mais vraiment vidé. Quand je dis vidé, c'est qu'il n'y a plus d'énergie, quoi. Dans ces cas-là, la charge a été libérée. Et les adultes, nous sommes souvent tellement retenus, contenus dans notre liberté d'expression de l'émotion, dans notre liberté corporelle, que c'est important d'apprendre à lâcher. Et on peut passer par le théâtre. Théâtraliser par exemple nos émotions peut drôlement aider. Ça peut aussi
aider à se déculpabiliser tout d'un coup, de se mettre à gesticuler, à trépigner pour lâcher une émotion. On peut utiliser les toilettes, qui est un espace où on est isolé. Il y a des tas d'astuces. Ce sont des choses que l'on apprend. Mais quoi qu'il en soit, c'est la voie naturelle d'apaisement d'une émotion que de l'exprimer. Donc l'émotion est une messagère, une alliée, non une ennemie. Notre vulnérabilité dans l'instant n'est pas une faiblesse, mais l'expression touchante de notre humanité. Et en ça, est-ce qu'elle ne mérite pas toute notre attention, toute notre empathie, toute notre bienveillance? On exprime généralement notre vulnérabilité quand on se sent en sécurité. N'est-ce pas? C'est donc un cadeau que de laisser s'exprimer notre vulnérabilité dans les bras de quelqu'un, par exemple. Vous êtes triste, il y a quelqu'un qui va vous offrir ses bras pour que vous puissiez pleurer. Ça fait du bien. Et à ce moment-là, la personne qui vous offre cet espace de sécurité, de soutien, où vous pouvez vous laisser aller à la tristesse qui vous traverse, vous faites un cadeau à la personne à ce moment-là, parce qu'elle peut pleurer, parce qu'elle en a besoin et parce qu'elle en a envie. Et de la même façon, quand on est en confiance et en sécurité avec une personne et qu'on s'abandonne à une douleur dans les bras de quelqu'un, un ami, un proche, un compagnon, une compagne, c'est aussi un cadeau, une marque de confiance. Les petits enfants, on dit souvent, on entend dans la bouche des parents, à l'école, à la crèche, ils sont super mignons, alors quand ils arrivent à la maison, ils nous réservent, ils sont en colère, ils sont tristes, ça pleure, ça crie. C'est intéressant de se rappeler que les parents sont un espace de sécurité normalement. Et donc toutes les émotions que les enfants parfois retiennent dans la journée, dès lors que la figure de sécurité se représente, l'espace de sécurité, la maison, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils libèrent toutes les tensions accumulées, toutes les expressions, toutes les émotions accumulées tout au long de la journée, qu'ils n'ont pas toujours pu, à ce moment-là, exprimer ou libérer. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête ou dans un coin de la tête. Alors j'ai déjà cité plusieurs fois cet auteur qui est Brené Brown. J'ai déjà aussi parlé plusieurs fois de la vulnérabilité. Et j'espère que vous comprenez petit à petit que la plus grande force que vous ayez, c'est d'accepter votre vulnérabilité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le reflet de votre humanité. Alors, voyons maintenant en quoi ces petites phrases sont maladroites ou peuvent être maladroites. Alors, soyons clairs, bien évidemment, qu'elles partent souvent d'une intention bienveillante. D'accord? Souvent, la personne, c'est sa façon à elle de dire, ok, j'ai vu, j'ai repéré, j'ai compris que tu étais pas bien, et ça va passer. On veut rassurer l'autre. Ok? Mais est-ce qu'au bout du compte, on veut rassurer l'autre, ou on cherche aussi parfois inconsciemment à se rassurer soi? Parce que pour pouvoir, posez-vous la question, pour pouvoir accueillir avec une qualité de présence, de tranquillité, les larmes de quelqu'un ou la colère de quelqu'un, ça va demander soi-même d'être déjà au clair, serein, paisible, avec ces émotions-là. C'est très difficile d'accompagner la tristesse de quelqu'un si ça vous renvoie vous-même à votre propre tristesse dont vous ne savez pas toujours quoi faire, ni comment l'accompagner ou la réguler, et dont vous sentez pertinemment qu'elle vit et qu'elle est là quelque part en vous,
Et du coup, la tristesse de l'autre vient, par jeu de résonance, réveiller la tristesse qui est à l'intérieur de vous. Et si vous avez vous-même du mal à accepter, à voir, à accueillir, à accompagner votre propre tristesse, ça va être difficile d'offrir un espace de sécurité tranquille et apaisé où vous pouvez accueillir la tristesse de l'autre. Il en est de même pour la colère. Si vous-même, dans votre histoire personnelle, vous avez été violenté, abusé, que vous avez un rapport à la colère lié à votre histoire personnelle, si vous avez peur de votre intensité, parce que vous ne savez pas encore l'accompagner, la réguler, la maîtriser, la canaliser, si vous avez peur de la violence qui est en vous, parce que vous ne l'avez pas encore apprivoisée, écoutée, entendue, canalisée, bien ça va être drôlement difficile de pouvoir offrir un cadre structurant, sécuritaire et rassurant à des personnes qui sont en colère. Parce que vous allez vibrer la peur. Et si on vibre la peur de la tristesse ou la peur de la colère ou la peur de la peur, bien c'est difficile d'offrir à ce moment-là un espace de sécurité, un espace rassurant, un espace apaisé à l'autre. Est-ce que jusque-là ça va? N'hésitez pas à me le dire, à m'arrêter s'il y a besoin. Alors, pourquoi ces petites phrases donc peuvent être maladroites? On a vu qu'elles partent souvent d'une intention bienveillante. Alors, la première raison, c'est qu'elles peuvent minimiser l'émotion ressentie. C'est-à-dire que cela peut donner l'impression que nos ressentis ne sont pas vrais, importants ou légitimes ou qu'ils n'ont pas leur place. Ok? Et ça, on va voir juste après en quoi ça peut être gênant. La deuxième raison, c'est que ça peut bloquer l'expression naturelle de la personne. C'est-à-dire qu'en nous incitant à ne pas pleurer, à ne pas être en colère, à ne pas avoir peur, à être forte, eh bien, ces mots peuvent nous empêcher d'exprimer et de libérer l'émotion. C'est-à-dire, on va contenir, on va retenir, on va commencer à être dans le déni, à s'en vouloir, à se juger, à se culpabiliser, et du coup, on bloque l'expression naturelle de l'émotion. Cela peut créer aussi un sentiment d'incompréhension qui amène à l'isolement. Car quand à répétition, nous ne nous sentons pas comprises par notre environnement, par nos proches, peu importe, par nos collègues, notre famille, nos amis, etc., eh bien, cela peut amener à une forme d'isolement. Le quatrième point sur lequel je voudrais insister un petit peu, qui fait écho ou minimiser l'émotion ressentie, cela peut aussi contribuer à faire croire donc que ce que la personne ressent, qu'elle soit enfant ou adulte, n'est pas vrai. Quand on est un enfant, on accorde parfois une place puissante à la parole de l'adulte. L'adulte est le sachant. L'adulte est celui qui nous donne à manger, qui nous donne de l'amour, qui nous protège, qui répond à tous nos besoins primaires. Et parfois, pour préserver le lien d'amour, pour ne pas déplaire, pour ne pas prendre le risque de ne plus être aimé ou d'avoir ses besoins qui ne soient plus satisfaits, eh bien, d'une façon consciente ou pas, on finit par se persuader que ce que l'on ressent n'est pas vrai, n'est pas juste, n'est pas bien, etc., etc. Et c'est comme ça que petit à petit, on construit des adultes avec les impacts que nous connaissons aujourd'hui,
c'est-à-dire des adultes qui souvent sont coupés de leur corps, de leurs émotions, de leurs ressentis, ou ne se font pas du tout confiance dans leur perception, dans leurs ressentis, dans leurs émotions, etc., etc. Voilà pourquoi il est important de faire du mieux que nous pouvons pour éviter ces petites phrases. Alors, en conclusion de cette partie, on poursuivra donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut dire? Que nos émotions sont des messagères, qu'elles sont importantes à prendre en compte pour mieux les comprendre et les réguler, que les émotions ne sont donc pas des faiblesses, pas plus que ne l'est notre vulnérabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a rappelé à la fois ce que nous ressentons lors d'émotions intenses et ce dont nous avons besoin en termes d'empathie dans ces moments-là. Nous avons aussi mieux compris en quoi ces petites phrases peuvent être maladroites. Alors, la semaine prochaine, nous verrons quelle est la différence d'impact selon que ces mots viennent d'un tiers ou de nous-mêmes. Et nous verrons également par quoi nous pouvons remplacer ces expressions pour apporter plus de réconfort et de bienveillance. Avant de nous quitter, vous le savez, depuis les premiers épisodes de janvier 2025, le premier épisode de janvier 2025, je rajoute systématiquement un petit challenge. Pourquoi je vous rajoute un petit challenge d'une semaine à l'autre? Parce que sans passage à l'action, ça va être super difficile d'aller vers la mise en œuvre d'une nouvelle habitude ou d'un nouveau comportement. Donc à travers ces petits challenges hebdomadaires, eh bien, c'est une façon de vous inviter à passer à l'action pour commencer à mettre en œuvre le changement auquel vous espérez. Il n'est pas possible de changer si vous continuez à faire chaque jour la même chose. C'est un peu rude à dire comme ça, mais c'est important d'être honnête. D'accord? Donc, comme petit challenge cette semaine, je vous propose simplement de vous observer avec bienveillance dans les moments où vous pouvez être dans ce genre de petites phrases. C'est ok, c'est ok. Pour l'instant, c'est une habitude que vous avez peut-être, ou peut-être pas. Mais si vous l'avez, posez-vous la question, est-ce que vous le faites souvent, occasionnellement ou rarement? Et vous pouvez me répondre en commentaire. Et avec qui avez-vous ce genre de réflexe? Est-ce que c'est plutôt avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe, avec votre famille, vos amis, vos collègues? Dans quel cadre, en fait, est-ce que vous le faites le plus? Dites-moi-le en commentaire, vraiment, ça m'intéresse. N'hésitez vraiment pas à faire un retour d'expérience. Parce qu'à la fois, ça peut me servir à moi, mais surtout, ça peut servir aussi aux autres personnes. Et je vous lis personnellement, toujours avec beaucoup de plaisir. Donc, souvenez-vous que chaque émotion mérite d'être entendue, comprise, car elle fait partie de la richesse de notre humanité. Souvenez-vous aussi que vous pouvez télécharger votre mini-formation ou réserver votre séance offerte. Et si cette première partie d'épisode vous a parlé, merci d'avance, vous le savez, de le partager autour de vous, d'en parler, de parler de mon podcast, de taguer aussi quelqu'un à qui il pourrait être utile ou de laisser un petit commentaire. C'est ainsi qu'ensemble, nous le rendons davantage visible à d'autres femmes à qui il pourrait être utile. À vendredi, je vais y arriver, à vendredi prochain pour la suite et la fin de cette thématique. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Soyez fiers de qui vous êtes toujours et aimez-vous vraiment.